et de personnes de l'Europe. Bon, ben, j'espère que vous allez être en mesure de suivre avec mon accent franco-canadien. Je vous présente, comme Timothée l'a dit aujourd'hui, quelques aspects de recherche que j'ai menés au cours des dernières années, notamment autour du contexte de la famille comme contexte d'action environnementale. Donc, cette conférence ici aura essentiellement deux parties, juste un survol assez rapide sur les aspects théoriques conceptuels autour de la famille comme contexte de changement, c'est-à-dire pourquoi la famille. Bon. Et puis, une autre composante, celle d'un partage de quelques résultats de recherche, notamment, comme l'a dit Timothée, sur des études plus récentes autour de la place des technologies, les affordances, les limites des technologies, notamment en éducation relative à l'environnement. Donc, ça, c'est les plus récentes études où j'interpelle le milieu de la famille comme milieu de changement environnemental. Et puis, je vais aussi vous présenter quelques résultats de recherche antérieure autour de ce même contexte de changement. Donc, très rapidement, pour ceux et celles qui sont évidemment conscients des problèmes environnementaux qui sont très, très prédominants aujourd'hui dans notre environnement, mais je ne vais pas faire un survol des problèmes environnementaux, bien entendu. On est tous très, très conscients de ça, mais n'empêche que nos comportements, bien entendu, changent l'environnement. Ça, c'est chose connue. Et la stabilité, finalement, écologique de notre planète, ben, elle est grandement influencée par ce qu'on fait. Alors, moi, je m'intéresse, bien sûr, au niveau des atténuations, des actions que l'on peut apporter pour arriver collectivement, individuellement, par famille, par communauté, et éventuellement, si tout le monde se lance, bon, on arrive à mobiliser un changement plus large. Bien entendu, ceci pour vous situer très, très clairement, là, ce n'est qu'un aspect de la solution. Hein. Vous savez qu'évidemment, ça va prendre une action au niveau industriel, global. Donc, simplement changer ses actions comme famille ne suffit pas. Rendu à ce point-ci, on le sait. Mais d'aller au point de dire qu'il n'y a pas d'effet au niveau du changement local, moi, j'y crois encore à cet effet-là du changement local. Mais évidemment, à l'aube de la prochaine rencontre au Royaume-Uni, des gens qui auront des gens des pays impliqués qui auront à jaser au sujet des actions qui pressent, la COP. Mais évidemment, ça prendra de ces actions-là. Mais ici, cette conférence ici, dans ses limites, s'attarde à ce qu'on peut faire comme individu. Donc, on s'entend que les changements climatiques, devant de tels changements, on veut agir. On veut agir, mais c'est difficile. On a des habitudes qui sont ancrées, mais comme citoyens et citoyennes au niveau canadien, en tout cas, et d'après ce que je lis, c'est comme ça, pareillement autour du monde. On veut changer, on est inquiet par l'environnement, puis on veut apporter des changements, mais c'est difficile. On n'y arrive pas souvent à intégrer des actions concrètes qui sont durables, c'est-à-dire dans le temps. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire changer? On entend beaucoup comportement environnemental qui peut être défini, comme vous le voyez à l'écran, comme au niveau individuel, une décision, une façon consciente d'agir. Moi, je préfère parler d'action environnementale, qui est une notion beaucoup plus riche, qui dépasse les cadres behavioristes du comportement. Donc, rapidement, pour vous donner une idée de ces cadres-là, mais lorsqu'on parle d'un comportement, ça vient d'une habitude, bien entendu. C'est une réponse à stimuler, très behavioriste comme conception théorique. Au niveau de la conduite, qui est un construit, à mon avis, un peu plus adapté au contexte du changement climatique en termes de nos actions possibles. Il y a cette dimension temporelle qui rentre en jeu, puis un processus de réflexion qui rentre en jeu. Mais là, si on se tourne vers le construit de l'action, on voit que c'est quelque chose qui est très conscient et intentionnel. Et il y a le jeu des compétences qui agit ici, c'est-à-dire que l'expression de certaines compétences peut améliorer notre action. Il y a une prise de décision qui est forcément à la source de nos actions. Donc, cette description ouvre la porte à une complexité qui est plus riche
Et à mon avis, on devrait parler plutôt d'action que de comportement. L'action environnementale, justement, c'est une affaire collective. Hein, bien qu'on agit sur le plan individuel à la base, c'est essentiel de considérer ce que le social peut apporter à nos décisions individuelles. En effet, il semble que c'est beaucoup plus facile de changer nos comportements, donc à adopter des actions lorsqu'on est dans un groupe social, comme, par exemple, la famille. Donc, en Australie et notamment, il y a des recherches qui ont émané d'il y a presque 10 ans maintenant. On sait que l'appartenance à une famille pro-environnementale, ça représente un des facteurs d'influence positifs sur nos décisions d'agir comme jeunes. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait qu'il y a un effet, disons, d'entraînement, de faire partie d'une famille qui agit de façon éco-responsable sur les comportements des enfants, notamment, et des jeunes adultes. L'OCDE aussi a proposé dans une étude que l'influence des voisins, des familles, des amis, et des membres de famille, c'est un autre aspect, un autre facteur important dans le choix de se comporter de manière écologique. Donc, ce n'est pas de hier qu'on sait ça. Ça fait déjà au-delà d'une décennie que certains auteurs se sont penchés sur la place de la famille dans le changement de nos comportements pour des comportements plus éco-responsables. Cela dit, il y a quand même relativement peu de recherches par rapport à la famille dans le contexte de l'éducation relative à l'environnement. Donc, c'est ça, cette conférence-ci regarde un peu plus profondément le contexte, la perspective familiale dans l'action environnementale. Et encore la perspective familiale, oui, mais dans un cadre toujours d'éducation relative à l'environnement pour essayer de mieux comprendre les aspects de communication, d'apprentissage de compétences, etc., pour mieux agir pour l'environnement, c'est-à-dire. Cette diapositive est assez remplie, mais je vous dégage de tout ce texte-là en vous proposant à la colonne de droite quelques mots-clés qui viennent, au fond, mettre la lumière, placer de la lumière sur quelques conditions qui sont des conditions de motivation pour l'action environnementale dans la famille. Donc, les familles qui ont une intention d'agir sont des familles qui connaissent plus de succès. Alors, en éducation relative à l'environnement, sachant ceci, on pourrait monter des programmes qui ont comme but d'intervenir sur la base de l'intention d'agir, c'est-à-dire offrir des connaissances, des expériences qui ouvrent la porte vers une intention d'agir. Quand il y a peu de contraintes ou de barrières qui arrivent à entraver le comportement, mais on voit qu'on adopte plus facilement des actions. Donc, le contexte doit être propice à l'action, libre autant que possible de contraintes, par exemple. Ici, on voit encore apparaître l'idée de la compétence environnementale, le savoir-faire. Donc, les membres de famille qui ont des habiletés d'adaptation, de collaboration, de communication et d'autres compétences de la sorte, sont en mesure souvent de mieux s'adapter, mieux adopter des compétences environnementales. Les normes sociales perçues, bien sûr, c'est très fort. En psychologie du comportement, les auteurs Fishbein, Agin et d'autres nous ont très bien informés par rapport à l'importance des normes sociales. Donc, les familles qui perçoivent une pression sociale favorable pour changer, ils vont être davantage amenés à changer. Les valeurs personnelles, c'est probablement la condition ou l'aspect que j'ai trouvé dans mes recherches qui est la plus puissante. Je vous en parlerai d'ailleurs comme la conférence avance, mais les valeurs personnelles et je dirais collectives, pour ne pas dire familiales, jouent un rôle assez important, à mon avis, selon en tout cas mes recherches, les résultats de mes recherches, et validés par d'autres recherches. Ce n'est pas exclusivement que moi qui dis ça. C'est un aspect très important dans l'adoption d'actions environnementales comme collectivité, comme famille. Et finalement, le centre de contrôle interne, l'idée qu'on se sente capable
d'agir. Ça aussi, c'est extrêmement puissant. Donc, à la colonne de droite, on a cette liste de mots-clés qui sont les conditions, disons, qui motivent, qui sont favorables à l'adoption d'actions environnementales dans la famille. Et bien entendu, on sait que ce n'est pas exclusivement dans la famille, mais il y a certaines particularités de ce milieu familial qui viennent, disons, accentuer ces conditions-là. Encore une fois, on va en parler comme la conférence se déroule. 2 ou 3 diapos, un petit 2 ou 3 minutes rapide pour expliquer pourquoi la famille. C'est une perspective, justement, comme je l'ai dit, des recherches qui est peu examinée en éducation relative à l'environnement, en ERE. C'est un dénominateur commun de toute société, donc c'est un point de départ pour l'action collective assez évidente, peu importe la culture et la société. C'est un milieu de changement sécurisant. Quand on change ensemble, et ça dépasse les bombes de la famille, bien entendu. Hein, toute collectivité qui change ensemble, on ressent un sentiment de sécurité dans ce changement-là qu'on est côtoyé par d'autres qui changent aussi. Mais ça s'applique effectivement à la famille, bien sûr. Un appui au changement, mais on tend à mieux intégrer un changement si on ne se sent pas seul là-dedans, un peu comme disait Miller aussi. Qui parle du contexte de la famille comme contexte d'action environnementale, mais en Australie, justement, ce chercheur-ci, récemment, il a dirigé ses études un peu ailleurs, mais il a beaucoup travaillé avec le contexte de famille. Et puis, on peut voir un peu de quelques-uns de ces affirmations. Un membre de famille peut façonner l'action d'un autre membre. Ça ressort des recherches de Payne. Aussi, les enfants, ils imitent les pratiques écologiques de leurs parents, consciemment ou inconsciemment. Donc, il a observé ce qui est tout à fait logique. Les enfants, évidemment, ils vont imiter leurs parents, mais on voit que ça se transforme, ça se transfère très directement aussi à l'action environnementale, selon ces études. Aux Pays-Bas, on a un auteur qui nous fait voir que la famille, c'est une unité de socialisation très puissante. Donc, ça vient soutenir un peu ce milieu de changement-là comme un milieu pertinent d'études, avec un potentiel de changement quand même intéressant. Au Royaume-Uni, là où vous allez rencontrer les dirigeants bientôt pour parler d'environnement, on nous dit que l'éco-citoyenneté, ça se développe dans une praxis quotidienne, dans nos modes de vie. Donc, bien sûr, chaque famille a des modes de vie installés qui les organisent, qui leur donnent une structure de fonctionnement comme famille. Et ça peut comprendre, bien entendu, tous les aspects de la vie, le transport, l'alimentation, etc. Enfin, aux États-Unis aussi, on voit une bonne communication familiale peut faciliter l'intégration des modes de vie éco-durables. Donc, une petite fenêtre d'ouverture vers les compétences, justement, dont je parlais tantôt. Bon, alors voilà quelques personnes qui en parlent depuis une bonne dizaine d'années comme il faut. Et puis, nous, ici au Canada, je fais partie des gens qui parlent aussi de famille, spécifiquement dans le contexte de l'action environnementale. Ici, je veux rapidement ici. Ouais, je vais sauter cette diapo-là, je vais y revenir, mais je voulais simplement maintenant que j'ai dressé un petit portrait de pourquoi le contexte de la famille, puis dans quel aspect là, de l'éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire pour contrer les changements climatiques sur le plan de l'atténuation puis de l'action individuelle. Sachant très bien, encore une fois, l'importance d'agir sur le plan industriel aussi, et surtout, je dirais, rendu là où on est rendu maintenant. Voici quelques constats des recherches que j'ai menées dernièrement et un peu moins dernièrement par rapport à la famille comme contexte d'action environnementale. Donc, je vais vous parler dans un premier temps des habitudes des familles néo-brunswickoises. Je vais vous parler en deuxième lieu de sur quoi je travaille plus récemment, les affordances et les limites des technologies en éducation relative à l'environnement. Et je vais aussi vous présenter rapidement là, le fruit d'études antérieures qui ont mené à ce concept que j'appelle l'éco-citoyenneté familiale.
Donc, tout d'abord, si on regarde numéro 1, là, les questions comme quel élément conceptuel pourrait influencer l'intégration d'actions environnementales en contexte de famille. J'ai tenté de monter une modélisation, pardon, qui continue de ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle une éco-citoyenneté familiale. Et ça à partir d'observations auprès de familles, dans différentes recherches, toujours des familles qui cherchent à adopter des comportements environnementaux, oui, c'est-à-dire des actions environnementales. Donc, il y a cette intention qui doit être... je travaille avec des familles qui ont d'abord manifesté une intention. Travailler avec des gens qui n'ont pas du tout l'intention de changer, mais c'est une autre paire de manches complètement. Mais pour vous mettre en contexte, les familles avec qui je travaille, avec lesquelles je travaille, cherchent toujours à développer ou adopter des modes de vie plus éco-responsables. Donc, voici un extrait d'une analyse d'entrevue auprès de familles sur 6 mois autour des valeurs partagées. Je m'excuse, les extraits sont en anglais, mais je vais vous les lire. C'est la seule diapo d'ailleurs où il y a des extraits en anglais. Mais je vais vous le lire et traduire un peu instantanément pour vous, là. Mais certaines familles qu'on a suivies, et ça à peu près 28 familles qu'on a suivies sur 6 mois, dans un programme d'éco-défi établi par le Nouveau-Brunswick il y a quelques années. Donc, les familles participantes ont vécu toutes sortes d'activités qui leur entraînaient à adopter des modes de vie éco-responsables à la maison. Et puis, à la fin, on a passé en entrevue ces familles-là pour essayer de voir, au cours des 6 mois, comment s'est passé les choses. Et il y a un constat qui en est ressorti, j'en ai fait allusion tantôt, c'est les valeurs. Les valeurs partagées sont importantes. Donc, des valeurs éco-centriques versus égocentriques. Les valeurs éco-centriques sont, quand ils sont partagés par les membres de la famille, on a une action collective qui est beaucoup plus puissante et le potentiel est actualisé. Donc, ici, il y a un membre de famille qui dit, on vit des vies qui est dans le respect des autres. Hein. On veut vivre dans le respect des autres. C'est une valeur qu'on veut léguer à nos enfants. Respecter les autres, c'est une chose, mais on doit aussi respecter la nature et agir de façon à ne pas polluer notre environnement. Donc là, on voit une valeur clairement écocentrique, une conscientisation par rapport à l'importance de léguer une nature, un environnement pour nos enfants qui est aussi bonne, sinon meilleure que celle que nous, on a vécue comme environnement. Une autre personne qui dit, quand on a des enfants, tout change. Hein? Tout change dans la vie, tout est chambardé, et puis on est conscient aussi à ce moment-là, quand on a des enfants, qu'on veut leur faire un meilleur monde. On veut leur léguer une planète plus en santé. Donc, on a cet aspect ici qui ressort beaucoup de nos conversations avec les familles. Aussi, un constat, c'est que, c'est très difficile de changer. Hein. On a des habitudes, des conforts, et ces habitudes-là, ils deviennent ancrées dans une routine, puis changer une routine, ce n'est pas facile. Donc ici, on a des gens qui nous parlent de quelques défis qu'ils ont eu du mal à surmonter. Par exemple, en hiver, ici au Canada, il fait froid, il neige, il y a de la glace, il y a des températures de moins 20, moins 25 Celsius, c'est fréquent. Donc, les voitures, ils sont souvent encastrés dans une couche de glace le matin quand on veut partir pour le travail ou ailleurs. C'est plus facile de démarrer la voiture, la laisser en marche quelques minutes pour refroidir la cabine, dégeler la glace au lieu de gratter. Difficile de changer ces habitudes de confort-là. Aussi, des actions environnementales plus complexes et difficiles, comme le compostage, ce n'est pas évident. Il y a des familles qui vont dire des choses comme qui a le temps de faire ça, de s'organiser, on a à peine le temps de tout faire ce qu'on doit faire pour préparer les enfants à l'école, etc. Donc, monter un système de compostage, ils voient ça comme gros. Pourtant, ils ont peut-être instauré un système de recyclage à la maison. Ça, c'est une des actions les plus communes et simples qu'on a vues dans les familles.
Et donc, ils ont la capacité de s'organiser. Composter, ce n'est pas beaucoup plus difficile, mais demande, bon, ben, ça sort un peu du cadre de confort et d'expérience de la plupart des gens. Les technologies comme outils d'action environnementale, c'est un peu le deuxième aspect de recherche qui occupe plus dernièrement mon temps et mon intérêt, en fait. Les technologies, en fait, comportent des avantages, des affordances que j'appelle, mais aussi des limites. Plus récemment, j'ai regardé un peu la portée de l'utilisation de réseaux sociaux, par exemple, pour peut-être accentuer ou amplifier un sentiment de conscientisation ou d'engouement pour l'action environnementale. Je m'intéressais à savoir quel serait l'effet de certaines applications de réseautage social. Donc, on en voit plein ici. Certains sont plus communes et fréquentées que d'autres. Et il y a sûrement aujourd'hui plein d'autres applications dont je ne sais même pas. C'est quelque chose qui change presque ça change très rapidement, surtout pour des adultes. Hein. Donc, déjà aujourd'hui, les enfants, ils utilisent pratiquement rien de ça. Ils vont utiliser probablement Instagram, Snapchat, le reste, YouTube, bien entendu. Mais ils utilisent aussi plein d'autres applications que je ne sais sûrement même pas. Donc, quel est le potentiel d'une prévalence de tels outils numériques? Est-ce qu'il y a un potentiel pour l'action environnementale? Notamment Facebook, je me suis servi de Facebook particulièrement parce qu'il y a un petit historique dans les dernières années d'utilisation de Facebook, notamment en recherche en environnement, là, notamment Sweeney et ses collaborateurs là, ils ont vu que ça peut développer un sentiment d'autodétermination, c'est-à-dire de désir automatique, si tu veux, là, ou déterminé d'adopter des comportements écologiques. Kane et ses collaborateurs ont dit que ça peut être un outil complémentaire à d'autres outils pour, en fait, arriver à des comportements environnementaux. Et je le vois plus comme ça, moi aussi, un outil complémentaire. Sachant tout à fait, comme je viens de dire que Facebook, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas là-dessus. Là. Fait que la raison que moi, j'ai choisi Facebook il y a quelques années, 2-3 années passées, c'est parce que c'est une plateforme où quand même les jeunes, ils vont avoir un compte Facebook. En fait, il y en aura plus qu'un. Il y en a un que les parents ne voient pas, puis il y en a un que les parents peuvent voir. Souvent, c'est le cas. Mais les parents sont très actifs sur Facebook. Donc, c'est une plateforme commune pour des enfants plus vieux dans une famille et les parents de cette famille-là. Donc, j'ai choisi cette plateforme-là pour cette raison-là. Il y a moins de parents qui sont actifs sur Instagram, par exemple. Le questionnement que je me suis posé, c'est qu'est-ce qui arriverait si ton fil d'actualité de Facebook et Twitter, on a essayé Twitter aussi, mais on a eu moins de succès justement parce qu'il y a peut-être moins c'est peut-être moins communément utilisé. Là. Mais qu'est-ce qui arriverait si le fil d'actualité de notre réseau social comportait des entrées régulières sur l'environnement, nous exposerait à divers moyens, par exemple, de pratiquer des modes de vie plus écologiques. Qu'est-ce qui arriverait si c'était le cas? Qu'est-ce qui arriverait aussi, c'est pas écrit là, mais si on monte un genre parce qu'un réseau social, c'est un réseau, hein, c'est-à-dire que tu peux faire partie d'un groupe privé où tu partages, les autres voient ce que tu partages, tu peux commenter, tu peux aimer ce que les gens ont vu. Donc, tu fais partie d'une communauté virtuelle, finalement. Donc, est-ce que ça a un impact? L'objectif plus spécifique de recherche ici, ce que je veux vous présenter comme résultat, c'est au niveau du rôle des réseaux sociaux numériques, bien entendu, parce qu'il y a des réseaux sociaux non numériques, on s'entend, dans l'adoption de modes de vie éco-durables collectifs chez les familles. Puis là, notamment qui vivent en milieu urbain, on s'est concentré là-dessus, tout simplement parce que c'était plus facile d'accès, je ne vous cache rien. Voici une diapo qui, je veux porter votre attention sur finalement la colonne bleue et orange, là, si on peut dire la troisième colonne qui est intitulée Changement climatique, et la toute dernière colonne qui est intitulée Trucs de réduction d'énergie. Parce que c'est vraiment là qu'on a constaté, lorsqu'on a
dénombrer les thèmes, si vous voulez, qui ont été discutés, abordés dans les discussions, dans les partages, dans les billets de publication du réseau Facebook qu'on a suivi. Quand on a dénombré ces thèmes-là, ben, on s'est rendu compte que c'était largement ça qui se passait. Et là, c'est Twitter en orange et Facebook en bleu. Mais pour votre information, on a fini par laisser de côté Twitter parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de participation, à notre avis, pour en tirer des conclusions viables. Donc, on concentre sur les barres ici qui sont bleues et on constate que le nombre de publications dans l'axe des Y, c'est-à-dire de 0 à 25 sur la ligne verticale, on voit qu'on a beaucoup plus de publications qui ont trait au changement climatique et au niveau des trucs de réduction d'énergie, donc un lien assez direct avec les changements climatiques. Donc ça, c'était intéressant. Ça démontre, à notre avis, un intérêt pour les changements climatiques parce que nous, on a parlé d'action environnementale de façon beaucoup plus large, mais on voit que bon, les gens s'intéressent naturellement autour des changements climatiques. Donc, c'est intéressant. Quelques éléments d'interprétation, ben, il semble avoir une association assez étroite entre le degré d'activité des familles qui faisaient partie du groupe privé Facebook et leur économie totale en kilowattheures sauvés sur les 4 mois du projet. Donc, ce projet ici a duré 4 mois. Et pour vous mettre en contexte très rapide, on a comparé 2 groupes, des groupes d'à peu près une vingtaine de familles chaque, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et puis, ces 2 groupes-là, il y en avait un où on utilisait Facebook à l'intérieur du groupe pour justement partager des informations, commenter sur les informations partagées par les autres, etc. Puis on a fait un monitoring de ce réseau-là. Et puis on avait un groupe contrôle d'à peu près une vingtaine de familles où il y avait ce qu'on appelait une famille modèle qui gérait l'émission d'informations. Donc on donnait de l'information, la famille modèle donnait de l'information, alimentait le réseau social Facebook et donnait les mêmes informations par courriel. Donc, c'était plutôt unidirectionnel. Il n'y avait pas de réseautage, il n'y avait pas de partage. Ça servait pour nous, en tant que groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe de familles qui recevait les informations, était appelé à agir, faisait partie du projet, mais n'avait pas l'aspect de partage, de réseautage qu'avait le groupe expérimental Facebook. Donc, c'est un peu ça, notre comparaison des 2 groupes. Et puis, comme le dit cette phrase, on a vu que dans le groupe Facebook, on a vu un lien beaucoup plus étroit entre le degré d'activité, c'est-à-dire ceux qui étaient beaucoup impliqués dans le projet, donc ils mettaient beaucoup de publications, par exemple, dans le groupe, bien, leur activité élevée correspondait à un plus haut nombre de kilowattheures sauvés sur les 4 mois du projet. Et les kilowattheures étaient mesurés tout simplement par un regard de la facture d'électricité mensuelle. Pour ceux et celles qui se posaient peut-être des questions au niveau statistique ou au niveau de validité d'information, bien sûr, on pouvait faire des comparaisons de ces kilowattheures sauvés par rapport à l'année passée en faisant un petit calcul d'arrimage pour la température, par exemple, entre l'année passée et cette année. Donc, on a vu que dans le groupe courriel, il y avait moins une corrélation étroite, c'est-à-dire on ne voyait pas de toute façon, on ne pouvait pas voir autant d'activités parce que, comme je viens de dire, c'était assez unidirectionnel comme partage d'informations. Mais les gens qui répondaient au courriel, par exemple, c'est une forme de réponse, d'interaction. Il y avait moins de kilowattheures sauvés, si vous voulez. La participation pour l'ensemble des familles du groupe Facebook était concentrée autour des 2 premiers mois du projet. Donc, après les 2 premiers mois, le nombre de publications, le nombre de commentaires, etc., a drastiquement chuté. Donc, ça nous indique que peut-être qu'il y a un effet éphémère, si tu veux, là, d'engouement qui peut s'éroder avec le temps pour ce projet-ci, comme probablement pour tout projet. Donc, quand on a regardé un peu la littérature, ce n'était pas hors de l'ordinaire de voir que les gens perdent un peu intérêt, disons, en termes du niveau de leur participation à de tels projets. Drôlement, malgré le fait qu'après 2 mois sur 4, le nombre de publications, donc par exemple pour Facebook,
de participation active au réseau social diminuait. Le nombre de kilowattheures sauvés a resté stable, c'est-à-dire les économies kilowattheures ou d'énergie utilisées dans la première partie du projet étaient semblables aux économies démontrées dans la deuxième partie du projet, ce qui pourrait, on n'a pas assez d'informations pour y conclure, mais ce qui pourrait indiquer qu'il y a une certaine que les comportements adoptés ont perduré, puis l'effet estompé a été disons, vu tout au long, même après, là, même si on ne participe pas, hein, ça a été ancré, c'est fait, donc on va continuer. Là. Ça, c'était assez intéressant comme constat. Les publications portaient principalement, comme j'ai dit, sur les changements climatiques et les trucs qu'on pourrait instaurer pour agir. Et finalement, dans le groupe Facebook, on a vu que la participation des enfants était beaucoup plus importante, stimulait des conversations au sein de la famille qu'on n'a pas vues chez le groupe uniquement de courriel. Bien entendu, on a fait des entrevues avec et le groupe, les familles du groupe courriel et les familles du groupe Facebook. Donc, c'est quelque chose qui a ressorti l'interaction, les discussions spontanées autour de thématiques de changement climatique, notamment, ont été beaucoup plus fréquentes, plus abondantes dans le groupe Facebook que le groupe courriel. Donc, ça, c'est un constat intéressant. Je voudrais vous dire que par rapport aux kilowattheures sauvés, l'information qui a été partagée aux deux groupes, le groupe Facebook et le groupe courriel, semble avoir disons, mené à des économies en termes de kilowattheures, c'est-à-dire des actions qui ont concrètement diminué la consommation d'énergie dans les deux groupes. Donc, est-ce que c'est tout simplement l'information? On ne sait pas, là, mais peu importe que ce soit une technologie numérique très rudimentaire comme le courriel et unidirectionnelle, ou que ce soit une technologie numérique beaucoup plus ouverte au réseautage comme Facebook, les médias sociaux, on voit un effet semblable. Mais là où l'effet change un peu, comme j'ai dit, c'est comme la première puce, si on est plus actif au Facebook, il y a plus d'effets. Aussi, dans le groupe Facebook, les enfants, on semble avoir joué un rôle beaucoup plus important. Donc, les conversations étaient plus fréquentes et impliquaient tous les membres de la famille dans le groupe Facebook. Il y a des limites, bien sûr, des limites d'accès. Hein, les technologies apportent aussi des limites d'accès. Au Nouveau-Brunswick, ici, ce n'est pas pour rien que j'ai concentré sur des familles urbaines, parce qu'au niveau rural, il y a un manque d'accès, accès à Internet, accès aux outils technologiques comme tels. Bien sûr, ça, c'est quelque chose. Le fossé numérique, c'est quelque chose sur lequel il faut agir encore aujourd'hui. Il y en a qui traiteraient l'accès à l'Internet comme un droit humain. Et certainement, dans une province très rurale comme le Nouveau-Brunswick, c'est une considération importante à continuer à traiter. Une autre limite, c'est les déchets. Hein. Bien entendu, on peut dire que les technologies, ça va aider, que ce soit par les téléphones cellulaires et le réseautage des applications qui figurent, ou que ce soit au niveau de d'autres technologies. Hein. Il y a toute une pensée, des gens qui pensent, qui vont dire, ben, nos problèmes, ils vont être réglés par les technologies. On n'a pas à s'en inquiéter. Oui et non. Hein. Les technologies, les téléphones cellulaires, c'est des mini-ordinateurs. Puis je veux dire qu'il y a plein de métaux là-dedans qui ont été minés, puis toutes sortes de séquelles environnementales qui en ressortent. Donc, il y a des conséquences, des limites des technologies par rapport à leur effet sur l'environnement autour des déchets, non pas à être négligés. Et finalement, ben, le vécu virtuel, c'est-à-dire jusqu'à quel point les gens vont être en mesure d'utiliser les technologies. Donc là, on peut parler des compétences douces, des soft skills, comme par exemple la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la prise de décision, tout ça. Donc, autour des technologies, comment s'en servir. Mais il y a aussi les compétences dures, si tu veux, techniques. Donc, est-ce que je peux me servir de l'ordinateur? Est-ce que je peux me servir du téléphone cellulaire? Donc, il y a des limites par rapport à notre utilisation comme famille ou comme individu de ces technologies-là. Finalement, comme troisième regard de recherche, finalement, je me suis intéressé à cette idée d'éco-citoyenneté familiale. Puis, j'ai un gros questionnement plus large, comme par exemple, c'est quoi les éléments théoriques et conceptuels qui influencent
l'intégration d'actions environnementales en famille. Spécifiquement, ben, je cherchais à modéliser cette affaire-là. Qu'est-ce qui contribue à une éco-citoyenneté familiale? Voici une schématisation du processus de modélisation qui continue dans mon esprit, où on a l'éco-citoyenneté comme principe central. Et là, bien sûr, une influence de ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école, nos amis, le travail, tout ça a un impact, disons, par rapport à nos comportements éco-citoyens au niveau de la famille. La dynamique familiale n'est pas à négliger non plus. Hein. Donc, est-ce que dans la famille, on a une communication saine, un équilibre entre les conceptions de pouvoir? Donc, est-ce que c'est très autocratique, les parents décrètent ce qui se passe en famille, les enfants obéissent, ou est-ce que c'est plutôt démocratique et puis les enfants ont un rôle à jouer dans le fonctionnement de la famille qui est plus, comme je disais, démocratique? Donc, l'équilibre, c'est-à-dire la dynamique familiale, c'est un facteur qui joue. Au bas de l'écran, on voit compétences environnementales collectives. Donc, est-ce que collectivement, comme famille, on est en mesure de collaborer entre nous, entre membres de famille, de persévérer et d'épauler un autre membre qui aurait peut-être des difficultés de persévérance ou des petits défis? Est-ce qu'on a un sentiment d'auto-efficacité collective qui s'installe comme famille par rapport à notre capacité de changer? Donc, ça, c'est des choses à considérer comme compétences environnementales. Et à l'extrême droite, on voit cette idée de valeur écocentrique commune. Est-ce que les membres de famille, enfants comme parents, jeunes enfants, moins jeunes enfants, est-ce qu'on partage des valeurs? Et est-ce que ces valeurs-là sont écocentriques? Sinon, on voit que ça entrave l'adoption de comportements environnementaux collectifs. Il y a aussi cette affaire de technologie, les affordances et ses limites, dont je viens de parler tantôt. Je l'ai mis vraiment à côté. Ça influence un peu tout, là, mais pas nécessairement. Donc, c'est un outil, hein, comme le disaient les auteurs que j'ai cités au tout début de la présentation. Mais je ne suis pas certain de vouloir même garder cet aspect-là de la modélisation parce que c'est un outil comme plein d'autres outils. Mais ce que je remarque, c'est que bien utilisé, ça peut disons, venir soutenir une participation de tous les membres de la famille qui est plus élevée. Non, mais vraiment, c'est autour des valeurs écocentriques communes que je pense que ça se joue. Et puis, je vais vous montrer une couple de résultats maintenant d'une recherche, en fait, de 2 ou 3 recherches sur l'adoption de comportements environnementaux en famille, d'action environnementale en famille. Voici les recherches d'une étude qui a duré 4 mois. Je sais que c'est petit, mais c'est un tableau que j'ai tout simplement reproduit. Là. Mais je voudrais attirer votre attention aux 2 dernières colonnes. Et puis, les 2 dernières colonnes, ça montre les actions d'atténuation au changement climatique qui ont été, disons, qui étaient presque déjà établies au début du projet ou qui se sont rapidement établies au début du projet. Et les actions d'atténuation au changement climatique qui ont été notées en suivant les familles à la fin du 4 mois, c'est-à-dire à la fin du projet. Donc, on peut voir dans les 2 colonnes, si on fait une comparaison, par exemple, à la famille Landry, dans la première ligne, on voit qu'avant et après, on recyclait. Avant et après, on avait des simples actions comme conserver l'énergie en éteignant les lumières, par exemple. Se servir de la voiture un peu moins, ou une voiture, si on avait 2 voitures, ben, la voiture la plus petite pour des plus longs voyages. Mais là, à la colonne de droite, pour la famille Landry, on voit des choses émerger qui sont plus complexes. Donc, consommer moins d'eau au quotidien, plus ou moins complexe. Monter des dîners sans déchets pour les enfants à l'école, pas mal plus difficile qu'on pense, hein, quand on est entraîné comme consommateur justement à acheter avec plein de déchets. Ce n'est pas facile. Installer un thermostat programmable, c'est quand même quelque chose de concret que les Landry ont fait à la fin du projet et qui a duré. La famille Pelletier, dans la ligne centrale, on voit encore une fois un recyclage au début, un recyclage à la fin, éteindre les lumières au début, conserver l'énergie. Bon, là, on voit consommer moins d'eau au quotidien aussi. Mais là, on voit une action ou 2 qui sont assez importantes. Voiture moins utilisée. Donc, ici, on a privilégié le vélo, la marche vers la fin du projet, beaucoup plus qu'avant. Donc, prendre la voiture pour aller au magasin du coin, au dépanneur, on le faisait fréquemment. Ici, à la fin du projet, non.
Installer une thermopompe, quand même un investissement. Donc, on a vu ici comme le thermostat programmable, mais là, ici, à plus grosse échelle, hein, installer une thermopompe, c'est quelque chose d'un investissement de plusieurs milliers de dollars, plusieurs mille dollars, c'est-à-dire, donc, quand même, un investissement. La famille Gauguin, à la dernière ligne, on voit la même chose, recyclage au début, le recyclage après, utilisation du vélo, choisir des produits nettoyants plus bio, acheter plus local. Donc ici, on a une famille qui était quand même assez active avant. Et après, on a vraiment poussé les choses. Hein? Donc, utiliser une tondeuse sans gaz, sans pétrole. Vendre la deuxième voiture, c'est toute une action, cela, de dire, ben, on se débarrasse d'une voiture. Bon, privilégier le vélo et l'autobus et le transport en commun, donc parce qu'on a vendu la deuxième voiture. Donc ici, on a des actions beaucoup plus imposantes. Donc, sur les 3 familles qu'on a suivies de façon intense pour 4 mois. Donc, il y avait des entrevues à chaque 2 semaines, on rencontrait, on allait souvent à leur maison, on jasait. Il y avait des actions quand même qui se sont développées, comme dans les encadrés rouges ici, beaucoup plus complexes. Donc, ça a été intéressant de suivre ce processus d'instauration-là. Et dans nos entrevues et nos discussions avec ces familles-là, si je ressors quelques extraits ici, ben, il y avait l'idée de partager des compétences environnementales. Donc, voici, c'est des citations directement du verbatim. Nous avons une attitude positive comme famille. J'ai l'impression que nos actions font une différence pour la planète. Organiser des dîners sans déchets n'était pas facile, mais nous avons persévéré. Les enfants ont participé. Intéressant. Au niveau de la dynamique familiale, il y a une personne qui a dit, ben, je crois qu'on a réussi la plupart de nos actions entreprises parce que tout le monde s'entraidait. Quand c'était difficile, nous avons travaillé ensemble comme famille pour surmonter les défis. On communiquait bien comme famille. Donc là, on voit vraiment des compétences émerger qui s'alignent avec une dynamique de familiale plutôt collaborative. Et le partage de valeurs biosphériques ou écocentriques, bon, ben, des choses qui ont été dites comme les changements climatiques sont mauvais pour la planète, on doit faire quelque chose. Donc, il y a un appel à l'action qui est ressenti. Nous voulons agir ensemble parce que c'est important pour notre famille de faire quelque chose pour aider la planète. Nos enfants nous disent qu'ils veulent aider la planète. Finalement, il y a un membre qui l'a dit, c'est un père de famille, une des 3 familles qu'on a suivi, je répète, pendant 4 mois de façon très, très proche. Je voulais adopter une vie plus écologique sur tous les plans. Mais ma conjointe et mes enfants ne partageaient pas mon niveau d'engagement et ne voulaient pas changer si drastiquement. J'insiste sur cette citation-là parce que c'était en fait, par la suite, vous pouvez comprendre que j'ai développé des affinités, des amitiés avec ces personnes-là, les ayant suivies si prochement, si longtemps. Et sans dévoiler quoi que ce soit, j'ai la permission de donner cette information-là, mais cette famille-là, finalement, il y a eu une différence entre les valeurs biosphériques, entre la mère et le père de cette famille-là, qui ont émergé, qui ont finalement été accentuées un peu par le projet. Et puis, cette famille-là, ça finit par la séparation, en fait. Donc, tellement les valeurs biosphériques n'étaient pas alignées entre les deux parents, ça causait un inconfort, notamment chez le père qui voulait en faire plus, et chez la mère qui se disait, ben, j'en fais déjà, mais la deuxième voiture vendue, ça nous cause des problèmes. Et le père est allé au point de se débarrasser de la sécheuse pour le linge. Donc, la lessive, tout était accroché un peu partout dans la maison. Il y avait quand même 3 enfants. Donc, c'était des choses qui, la mère n'était pas prête à aller à ce point-là. Et ça causait une séparation. Pour vous dire à quel point que les valeurs peuvent être un facteur important. Donc, bien sûr, on parle d'une famille, mais c'est un concept qui revient dans toutes les familles avec qui j'ai parlé. Et j'ai parlé à des centaines de familles aux dernières dizaines d'années. Donc, les publications qui ont ressorti de notre travail, disons, sur les dernières dizaines d'années, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit blanc là, dans le premier, mais voilà, si vous voulez avoir accès à quelques publications scientifiques qui en ont ressorti, voilà une listing de ces publications-là. Et je m'arrête là. J'ai déjà parlé quand même pendant un bon bout de temps. Donc, je souhaite avoir quelques minutes pour accueillir de vos questions et jaser avec vous. Je vous remercie de votre attention. Et puis, bon, ben voilà, je suis à vous pour des questions.
Merci Michel pour ce sujet. C'est vrai que ce sont des choses qui nous touchent tous aussi personnellement, je pense, si on est venu t'écouter aujourd'hui. Je vais suspendre l'enregistrement et puis on pourra procéder aux questions.